Bon, c'est sûr, la vidéo est un petit peu moins joyeuse que d'habitude. Je me suis dit, la NBA c'est du spectacle, c'est vrai, des titres, mais aussi parfois des événements extrasportifs qui impactent directement le jeu ou même carrément une vie. Vous allez voir qu'être une star, quelqu'un toujours sur le devant de la scène, ça n'a pas que des avantages. Et que même en ayant la meilleure condition physique possible, personne n'est à l'abri d'avoir des problèmes de santé. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 8 joueurs, dont certains noms vraiment que vous connaissez tous, qui ont frôlé la mort, avant, durant ou après leur carrière. On débute avec cette première histoire, peut-être la plus connue de toutes. Elle concerne celui que l'on surnomme The Truth, Paul Pierce. Alors, avec tout le palmarès qu'on lui connaît, champion NBA avec sa franchise de cœur Boston, MVP des finales et même 10 fois All-Star, c'est l'un des joueurs les plus impactants de la décennie 2000, sans aucun doute. Mais on a failli ne jamais voir tous ses coups d'éclat. L'histoire se passe il y a plus de 20 ans, le 25 septembre 2000. Alors Pierce n'est dans la ligue que depuis 1 an du côté des Celtics et c'est déjà l'un des meilleurs joueurs de l'équipe alors qu'il n'est que rookie. En ce lundi soir, Paul avec son coéquipier et ami Tony Batty se rend dans une boîte de nuit de la ville, le Buzz Club. La soirée se passe plutôt bien, jusqu'à ce que le ton monte entre plusieurs individus. Mais Pierce n'est pas du tout dans le conflit. Il va se retrouver un peu par hasard dans l'échauffourée et se fait exploser une bouteille sur la tête, puis va se faire poignarder à 11 reprises. Le cou, le dos, l'arrière du crâne, le torse, vraiment il est salement touché. Son coéquipier est certainement celui qui lui a sauvé la vie en l'emmenant à l'hôpital dans la foulée. Pierce se fait opérer des poumons, puis recoudre toutes les autres parties touchées de son corps. Sur le coup, on dit au front office de Boston qu'il ne va jamais remettre un pied sur un parquet, ou peut-être même pire. Et ouais, en effet, à quelques centimètres près, il y serait passé. À 1 mois du début de la saison, on est loin de s'imaginer le retour de Pierce au vu de son état. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il va bel et bien disputer les 82 matchs de la saison 2000-2001. Alors oui, ça a eu des conséquences terribles sur sa vie en dehors des terrains, c'est obligatoire avec un événement pareil. Mais quand on voit ce qu'il a été capable de faire en surmontant cette épreuve, respect. David G, dog, you know what it is. Aujourd'hui, Damian Lillard est l'un des meilleurs meneurs de la NBA. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Bon, certes, collectivement les résultats ne sont pas là, mais ce qu'il montre depuis quelques années, c'est impressionnant. Il repousse les limites du shoot à 3 points, fait coucou pour dire au revoir à ses adversaires, vraiment un homme sympa quoi. Mais Dame a été confronté au pire avant même de rentrer dans la ligue. En naissant à Oakland en Californie, il a d'abord dû faire face à une enfance difficile, car c'est l'une des villes des États-Unis avec le plus fort taux de criminalité. Un événement en particulier a presque été fatal pour lui, on retourne en 2008. Lillard est à l'époque l'un des prospects les plus excitants du lycée d'Oakland, avec plus de 28 points par match à ce moment-là. Ce soir-là, c'est un soir comme les autres a priori. Damian rentre de l'entraînement tard et il s'apprête à prendre le bus. 3 hommes débarquent de la pénombre, le menacent et lui demandent de donner tout ce qu'il a sur lui. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, Lillard est un dur, et il connaît ce climat de violence où il habite. Bon, avec 2 mecs sur les 3 plus petits que lui, il a décidé de se battre. Quand l'un des 3 hommes a vu que ça ne se passait pas trop bien pour eux, il a décidé de sortir une arme et la pointer directement vers lui. Ouais, à ce moment-là, ça aurait pu être la fin. Mais l'histoire s'arrête là. Comme quoi, à n'importe quel moment, tout le monde n'est pas forcément à l'abri. Mais ce jour-là, Damian Lillard a eu la chance, entre guillemets, que ses agresseurs ne lui tirent pas dessus. Je pense que cette épreuve l'a carrément rendu plus fort mentalement, et que ce sang-froid dont il fait preuve sur un parquet pour être clutch dans les moments décisifs, si dur dans son jeu, ça vient un peu de ce moment traumatisant de sa vie. Alors, si vous n'avez pas trop suivi la NBA des années 70, vous n'avez probablement jamais entendu ce nom, mais Spencer Haywood était une véritable superstar à l'époque. Pour vous présenter un petit peu le monsieur, il a commencé par une année en ABA avec 30 points et 20 rebonds, finissant rookie de l'année
et MVP. C'est pas trop mal quand même. Par la suite, sa transition NBA s'est super bien passée avec de très bonnes statistiques. Ouais, il ne sera jamais aussi fort que ce qu'il a pu être, mais c'est ultra sérieux, avec des saisons en 29-13, puis 26-13, bref, tout va bien pour lui. Quand même, au fur et à mesure de sa carrière, son impact baisse sans avoir trop d'explications. Et c'est là qu'arrive le lien avec la vidéo. On est donc 10 ans après, au cours de la saison 79-80, avec notre ami Spencer qui se retrouve chez les Los Angeles Lakers. C'est la saison rookie de Magic, MVP pour Karim, et les Angelinos arrivent à se hisser jusqu'en finale NBA contre les 76ers. L'opposition est ultra disputée. Julius Erving mène ses troupes et arrive à prendre le Game 2 au Forum d'Inglewood. Avantage à Philadelphie. Au matin de la troisième rencontre, les Lakers s'échauffent donc dans une atmosphère ultra pesante. Et au beau milieu de la séance, Haywood s'écroule. Il reste au sol de nombreuses minutes et paraît genre endormi, inconscient, comme mort. Ses coéquipiers de l'époque pensent tout de suite à une overdose étant donné qu'il a un très fort penchant pour la cocaïne depuis son passage new-yorkais. Au final, Spencer finit par se lever au bout de quelques temps, plutôt difficilement. Mais son coach, Paul Westhead, ne veut rien savoir et le vire directement de l'équipe. Alors vous allez me dire, l'histoire peut paraître un peu banale pour les années 70-80, où la drogue en NBA était vraiment un très gros problème pour la majorité des joueurs. Attendez la suite, ça vaut le détour. Alors forcément Spencer Haywood la mauvaise, mais genre vraiment. Son rêve de titre NBA meurt avec cet événement, d'autant plus quand on sait que Los Angeles finira par l'emporter en 6 rencontres cette année-là, sans lui. Par la suite, il décide d'engager un tueur à gages, un hitman, pour se rendre chez son désormais ancien coach et régler ses comptes. Les deux hommes observent les va-et-vient de Westhead dans sa maison et on est au bord du drame. Fort heureusement, il n'ira jamais au bout de son acte, sa mère réussira à le raisonner juste avant de passer à l'action. Juste incroyable. Alors sur ce coup-là, j'ai été aussi surpris que vous. On va parler de Nikola Vucevic, qui est un mec que je surkiffe. C'est un des joueurs les plus importants du Magic d'Orlando sur les 3-4 dernières années. Le Monténégrin a réussi à s'imposer dans la ligue comme un pivot ultra sérieux, capable d'emmener son équipe en play-off. Bon, avec plus ou moins de succès on est d'accord, mais quand même. Il a même été All-Star en 2018-2019. Franchement, c'est un joueur qui a gravé son nom dans l'histoire de la NBA, mais cette histoire, il aurait pu ne jamais en faire partie. Retour quand Nikola n'était qu'un adolescent. À l'époque, il est âgé de 15 ans et avec son équipe de basket, il se retrouve dans un train pas trop loin de la capitale. Le train paraît aller beaucoup trop vite pour les passagers. Et ouais, quelques secondes après, le train déraillait et s'est retrouvé à dévaler un ravin de plusieurs dizaines de mètres. Sur les 250 passagers, 47 sont décédés, 200 ont été blessés, et seuls 3 sont restés indemnes, dont Nikola et son père. Oui, une épreuve pareille bouleverse toute une vie, et dans le cas de Nikola, elle a pris une vraie claque de maturité à cet instant. Je ne sais pas si vous voyez la chose du même œil que moi, mais je trouve que dans son jeu, on sent sa nature calme et une vraie maturité. Et ça doit venir en grande majorité de cette partie de sa vie. À la suite de cet épisode, il a rejoint les États-Unis pour jouer au basket, puis a rejoint USC, et enfin a pu se faire drafter pour effectuer la carrière qu'on lui connaît. Encore une fois, on voit que le chemin pour arriver en NBA est parfois un vrai parcours du combattant, et dans son cas, il a vraiment frôlé le pire. Avant d'avoir Derrick Rose, les Bulls ont quand même bien galéré dans les années 2000. Évidemment, avec le départ de ses meilleurs joueurs dans les années 90, les résultats de Chicago ont été plutôt catastrophiques. La chance, si on peut dire ça comme ça, leur a permis d'avoir des pics très bien placés avec des bilans absolument désastreux. Alors, à la draft 2002, avec le second choix, ils ont sélectionné Jay Williams. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. On a à peine pu le voir une seule saison qui on va dire était pas trop mal, sans plus. Pour les plus anciens d'entre vous, lors de la toute première vidéo de ma chaîne, j'avais parlé d'une suspension de Monta Ellis pour un accident de scooter.
Et on le sait pas forcément, mais dans les contrats NBA, il y a quelques petites conditions, comme celle de ne pas conduire de deux roues. Comment dire, Jay Williams n'a pas dû lire attentivement cette partie. On est donc juste après la fin de la saison 2003 pour les Bulls, qui n'ont évidemment pas participé aux playoffs, et Jay décide de conduire une moto. Sans casque et sans permis valide dans l'Illinois. Et ce qui devait arriver arriva. Il est victime d'un grave accident qui aurait tout simplement pu mettre fin à sa vie. Au final, il réussira à s'en sortir avec une liste de blessures effroyable. Ligaments croisés, fracture du tibia, du bassin et de la jambe, avec de nombreux nerfs sectionnés. Il peut vraiment s'estimer heureux. Il ne remettra aucun pas sur un parquet NBA et se fera virer par Chicago pour avoir violé les termes de son contrat. Même s'il tentera un comeback quelques années plus tard, c'est bel et bien sur cet horrible accident que sa carrière va se finir. Pour les 3 derniers noms de cette liste, vous allez voir que ce sont de véritables stars de la NBA et que tout ne se passe pas toujours comme prévu dans la carrière d'un joueur. On commence avec Lamar Odom. Alors, immense respect pour sa carrière et tout ce qu'il a apporté au basket, mais c'est l'après qui a mal tourné. Déjà, à la suite de son trade des Lakers où il était double champion, il a très mal vécu la situation. Son arrivée à Dallas puis aux Clippers 1 an plus tard a définitivement enterré sa carrière, lui qui entrait à peine dans la trentaine. Après ça, c'est la débauche qui l'a accompagné dans sa nouvelle vie et malheureusement ça ne va pas très bien tourner. En 2015, soit près 3 ans après sa retraite, il est retrouvé dans une maison close du Nevada en pleine overdose. Il va rester 3 jours dans le coma. 3 jours où il va subir 12 AVC et 6 arrêts cardiaques. C'est juste impressionnant comment sa vie a basculé en si peu de temps. Il y a 10 ans au sommet du monde et 5 années plus tard en train de se battre pour vivre. Fort heureusement pour lui, il va réussir son combat et sortir de l'hôpital après de nombreux mois immobilisé sur son lit. Clairement aujourd'hui, c'est toujours pas la forme. Il lutte pour combattre son addiction et a perdu beaucoup de ses facultés motrices. Donc bon, contrairement aux autres histoires, on n'a pas vraiment un happy ending, mais une chose est sûre, on est content de voir Lamar vers la voie de la rédemption. Grant Hill. Franchement, c'est l'un des joueurs que je préfère des années 90-2000. Son style de jeu, ses highlights, c'est purement du régal. Demandez à Alonzo Mourning ou Scottie Pippen s'ils s'en souviennent. Bref, je vais pas vous éplucher son palmarès individuel, mais c'est hyper impressionnant. Quand on sait qu'il est Hall of Fame après tout. Au moment où sa vie va prendre un tournant, on arrive début 2000. Il a enchaîné des saisons de fou à Détroit, limite candidat MVP. Mais il traîne une sale blessure à la cheville et sur le coup il en a fait qu'à sa tête. Même si son bobo n'était pas 100% guéri, il va revenir à la compétition et à 3 reprises ce sera la rechute. À ce moment-là, on est en mars 2003. Les jours qui vont suivre sa 4e opération vont être réellement les pires de sa vie. Une semaine après, il dépasse les 40 de fièvre et lorsqu'il arrive à l'hôpital, il le dit lui-même. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, et quand les médecins retirent son bandage, staphylocoque doré. Une très très grave infection là où il s'est fait opérer. S'ensuit de longues semaines cloîtrées dans sa chambre où il a même songé à tout arrêter. Stopper le basket et juste profiter de ce que la vie peut lui offrir. Pourtant, l'envie de NBA était très grande et il va bel et bien retrouver des sensations sur un parquet. Ce qui est incroyable avec lui, c'est que même après ça, il a réussi à revenir, et genre, pas revenir pour quelques années en bout de banc, mais revenir et s'imposer en tant que titulaire jusqu'à ses 39 ans dans des équipes qui jouaient le titre. Et on finit avec une histoire tout à fait récente puisqu'elle n'a pris fin que l'année dernière. Alors, à l'aube des années 2010, Chris Bosh est l'un des joueurs les plus convoités de la ligue. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous parle de la team avec Wade et LeBron et de l'équipe championne géniale qu'ils ont réussi à former. Et même derrière, en réalité, après le départ de King James, le Heat nourrissait encore beaucoup d'espoir avec lui dans le roster. Même si 2014-2015 n'a pas commencé super bien et qu'on avait des doutes sur le fait que Miami allait rejoindre les playoffs,
la blessure de Bosh va complètement les anéantir et casser un run de 6 aventures en playoff consécutives. A la base, il s'agissait juste d'un petit contrôle de routine après le All-Star Break, mais ça va se transformer en véritable cauchemar. On détecte un caillot de sang dans ses poumons et les médecins lui annoncent que dans les 24 heures qui suivent, il peut mourir à tout instant. Bon, je vous rassure, le pire a été évité grâce à une opération, puis une seconde dans la foulée. Si vous vous posez la question, oui, il va revenir, et de très belle manière. 11e sélection consécutive pour le All-Star Game qui sera en fait le dernier de sa carrière. Les caillots de sang se multiplient à travers différents endroits de son corps, et même si c'est un éternel optimiste, on ne le reverra plus jamais en NBA. Un mal héréditaire qui même avec tous les efforts du monde finira par revenir, et c'est juste trop dangereux de le laisser jouer dans ces conditions. 3 ans après ce moment, on a pu assister à un retrait de son maillot 8, et waouh, c'était juste poignant. Bon, comme vous avez pu le voir, la vie n'avance pas forcément comme on veut. Un jour vous êtes au top, et puis le lendemain vous devez vous battre pour survivre. Ou alors, vous êtes trop jeune pour savoir que vous allez devenir une star, et la vie décide de vous offrir un cadeau. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu là des destinées qui ont basculé à jamais. Dans le bon sens du terme, ou non d'ailleurs. Mais pour chacun d'entre eux qui a côtoyé la mort de très près, je ne doute pas une seconde qu'ils aient pris conscience de la chance qu'ils ont eue de pouvoir poser un pied dans la meilleure ligue du monde, la NBA. No, back to Pierce, another three, puts it in, back-to-back three-pointers for Paul Pierce.